Dites-moi, mon vieux, il faut finir maintenant, bien sûr. C'est tout ce que vous avez fait de magnifique jusqu'à présent. Ah, bien, mon général, seulement je voulais préserver les blessés. Oui, c'est bien. Alors faites ça au mieux, en laissant mourir l'affaire d'elle-même, en sérénité. Ce que vous avez fait est trop beau pour qu'on fasse ça. Vous comprenez, mon vieux? Bien, mon général. Allez, au revoir, mon vieux, à bientôt. Bien, mon général. Allô, oui. Vous êtes gentil de voir ma femme. Oui, mon vieux. Merci. Au revoir, mon vieux. Cette conversation est un document d'histoire que nous devons à la courtoisie de notre confrère Yves Desjacques. Le général de Castres annonce à son supérieur, le général Conny, la fin de Dien Bien Phu. C'était il y a 10 ans, le 7 mai 1954. Et 10 ans plus tard, la souffrance et les combats de Dien Bien Phu sont déjà entrés dans l'histoire. Les hommes de Dien Bien Phu sont entrés dans l'histoire par le biais de la polémique. Quant à nous, grâce aux témoins, grâce à des documents inédits, nous n'allons pas entrer dans la polémique à notre tour, nous allons seulement, en journaliste, essayer de vous faire comprendre 10 ans après ce qui a été la fin de Dien Bien Phu. Michel Leblanc. Il est presque 6 heures du soir, le 7 mai 1954. C'est la fin de Dien Bien Phu. Un homme détruit ses films, c'est le caméraman Schendorfer. Il casse sa caméra comme d'autres leurs armes, il voit l'ennemi arriver. L'ennemi le faire prisonnier, autour de lui, chacun subit le même sort. Après 56 jours de combat, Dien Bien Phu tombe. Vers 6 heures, les Viettes qui avaient l'intention de lancer une offensive ont envoyé leurs premiers éclaireurs, qui sont tombés sur les blocos qui ne leur répondaient pas. Ils ont balancé quelques grenades, et comme ils voyaient que personne ne leur répondait, ils ont continué à avancer. Ils ont déferlé, littéralement, sur le camp, et chaque Viette levait à chaque trou, en hurlant, levait les prisonniers et les faisait sortir. Et quand ils sont arrivés sur notre trou, il y en avait un qui était sur le toit, il y en avait 2 de chaque côté de la tranchée qui ouvre la porte. Ils nous ont crié de sortir. Le Vietnamien est sorti le premier, et derrière il y avait l'Anglais et Bijard. Et je sais que Bijard et l'Anglais ont refusé de lever les mains. Les Viet Minh, en français et en vietnamien, leur disaient de lever les mains, et ils ont refusé. Enfin, ils ont continué à avancer comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, après 56 jours de lutte au cours desquels les Viettes ont encerclé les positions fortifiées. Durant près de 2 mois, ils tinrent bon, contre-attaquant, survivant, se cachant, menant par instant une véritable et démentielle vie de taupe. Les Viettes s'acharnèrent, ils firent peu à peu tomber toutes ces jeunes filles des postes avancés. Ce fut Béatrice, Gabrielle, Isabelle, Dominique, et puis la fin. Le 1er mai, lorsque la conférence de Genève s'ouvrit, Dien Bien Phu tenait toujours. La situation était mauvaise, mais des hommes, chaque nuit, comme si de rien n'était, ont sauté sur la cuvette, ont sauté sur le feu, sur la boue, sur la guerre. Quand on est au-dessus de la cuvette, d'abord on était très haut, on tournait à 3000 mètres au moins, on ne voyait pas grand-chose, sinon un cercle de flammes parce que toutes les collines alentour brûlaient. Puis au top, on plonge. L'avion descend en toute gomme, et à ce moment-là, on voit les traceuses qui montent vers l'appareil, qui se croisent, on voit les éclatements au sol, et puis ma foi, on se sent presque plus à l'aise et délivré quand on saute que de rester dans l'avion, parce qu'on se dit, il va en prendre une. Et vous étiez optimiste quand vous avez sauté? Non seulement quand on a sauté, mais jusqu'au dernier jour. Ils étaient optimistes, mais dans l'après-midi du 6 mai, le harcèlement s'intensifia. À la tombée de la nuit, c'est l'assaut général sur toutes les positions, plus que 50, plus que 40, plus que 20, plus d'obus, plus de grenades, plus de munitions. Il fait nuit, mais on y voit comme en plein jour, un Dakota tourne dans le ciel de Dien Bien Phu et lance jusqu'à l'aube les lucioles, ces bombes qui éclairent la bataille. Ils étaient optimistes, ceux qui étaient à Dien Bien Phu entre novembre 53 et le 7 mai 1954. En novembre, ils sont arrivés. En mars et avril, ils ont été plus sérieusement attaqués par 2 fois. Dien Bien Phu a failli tomber, mais son cœur a résisté jusque dans la nuit du 6 au 7 mai. Dans la brousse, les officiers, les hommes de troupe apprennent la nouvelle, eux qui n'étaient pas avec De Castres, l'Anglais, Bijard, avec les paras, les fantassins, les légionnaires, avec les hommes de Dien Bien Phu. À cette époque-là, j'étais au Moyen-Laos, j'étais lieutenant au GM1, groupement mobile numéro 1, et en compagnie du GM2, nous avions fait une colonne qui devait nous amener dans la région du col de Mujia. Cette période de Dien Bien Phu elle-même a été pour nous assez calme, les plus gros pépins étaient terminés. Nous avions à peu près périodiquement le bulletin et les nouvelles de Dien Bien Phu qui étaient écoutées par tout le monde. Lorsque nous avons appris que Dien Bien Phu était tombé,
Nous le pensions malheureusement depuis quelque temps, mais malgré tout, ça nous a fait l'effet d'une chose à laquelle nous ne pouvions pas croire. 7 mai 1954, Dien Bien Phu, pour qui des hommes ont lutté près de 2 mois. Dien Bien Phu tombe aux mains de l'ennemi. Les petits jaunes déferlent, ce sont les Viettes qui arrivent, qui font sortir officiers, sous-officiers, hommes de troupe. Toute résistance va cesser. Le bruit de la bataille de Dien Bien Phu qui résonne encore aux oreilles des hommes, le bruit des combats fait place au silence des morts, à celui de ceux qui les pleurent. À Hanoï, à la citadelle, le général Cony rentre en communication avec le général De Castres qui, quelques jours avant, avait reçu ses étoiles du ciel, parachutées par un Dakota de l'aviation. C'est l'ultime conversation que notre confrère Yves Desjacques, en reportage à l'époque en Indochine, a recueillie à Hanoï. Allô? Allô? Je vous passe le général Cogny. Oui, mon général, au revoir, mon général. Au revoir, mon vieux. Tous mes vœux vous accompagnent, hein, c'est très bien. Allô, Cas. Il faut finir maintenant, bien sûr. Ah, bien, mon général, seulement je voulais préserver les blessés. Oui, c'est bien. Alors faites ça au mieux, on laisse embrouiller l'affaire d'elle-même, c'est réalité. Vous comprenez, mon vieux? Bien, mon général. Allez, au revoir, mon vieux. Bien sûr. Tout avait commencé le 20 novembre 1953. Les paras sautent sur la cuvette, ils sont près de 3000, durement accueillis par les Viettes qui sont au sol. L'emplacement de cette cuvette avait été choisi pour la plus grande opération de la guerre d'Indochine. Desjacques décrit la position. L'occupation Dien Bien Phu, vallée de 16 km de long sur 9 de large, située à l'intersection de voies se dirigeant d'une part vers la Haichau et d'autre part vers le nord et le moyen Laos. Dien Bien Phu, en y parachutant des bataillons, en y mettant de l'artillerie, en y groupant des éléments mobiles susceptibles d'en sortir et de faire des opérations de poursuite et de nettoyage, barrait pratiquement l'accès du Laos au corps de bataille Viet Minh. Très vite, les hommes sont assiégés très vite, les combats sont terribles. Très vite, les renforts doivent constamment sauter sur Dien Bien Phu, plonger sur cette immense cuvette aux formes étranges, futur cimetière d'hommes et de souvenirs. On aurait dit, à l'approche de Dien Bien Phu, qu'une énorme poulpe avait été pétrifiée et les tentacules descendaient vers cette cuvette. Et ce sont justement ces tentacules, c'est-à-dire ces lignes de crête, qui donnait l'impression d'enserrer cette vallée et qui la menaçait presque naturellement. L'ensemble du dispositif étant plutôt sur la face est, au pied des collines qui devaient s'illustrer plus tard. Et maintenant, Michel Leblanc, c'est à vous. Les lignes de crête, cette cuvette, ces collines, c'est cela, Dien Bien Phu, c'est cela le 7 mai 1954. C'est Castres, Bijard, Geneviève de Galard, c'est l'Anglais, les paras, le génie, les artilleurs et tous les autres. C'est Giap, le général ennemi. C'est aussi la première attaque du 13 mars. Attaque violente, atroce, meurtrière, au cours de laquelle il y a 1300 tués, et tant de blessés que déjà les médecins sont débordés. J'étais médecin à Dien Bien Phu, je suis le médecin commandant Grovin, cette attaque est terrible. Tout le monde était prêt, mais évidemment, personne n'avait prévu une telle violence dans l'attaque de Viet et une telle casse chez nous. De toute la chaîne, il n'y a plus qu'Eliane 1, qui avait été reprise à 5 heures. Eliane 1, comme ses sœurs Isabelle, Dominique, Anne-Marie, sont les noms donnés au poste avancé. Fin mars, on n'atterrissait plus de jour, et fin avril, on n'atterrissait plus du tout. Le 30 mars, c'est le deuxième coup de force porté par l'ennemi, cela dure 6 jours jusqu'au 5 avril. Le caméraman Schoendorfer est là, il tourne sans cesse, mais ses films, il ne les verra jamais. Lorsque la nuit tombe, l'artillerie ennemie pilonne le camp. Toute la nuit, cette concentration d'artillerie a continué. Eliane 1 est tombé assez rapidement. Et le 5e BPVN, le bataillon de parachutistes vietnamiens, a essayé 7 fois de le reconquérir dans la nuit. Je les entendais qui poussaient des hurlements pour essayer de monter à l'assaut, et qui redescendaient, et ça recommençait, ils remontaient, ils redescendaient, ils remontaient. Et la 7e fois, je pense que c'est leur officier a commencé à chanter la Marseillaise, ils ont tous suivi en chantant la Marseillaise. Et alors c'était surprenant parce que ils ne savaient pas les paroles. Il prononçait quelques mots à la vietnamienne. Le son était aussi légèrement différent, mais enfin on reconnaissait quand même la Marseillaise. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Puis on a commencé à monter sur la crête. On s'est fait tirer dessus, on n'a pas pu passer. Et à ce moment-là, il y a un chasseur de l'aéronaval qui est venu et qui a véritablement posé sa bombe comme un œuf à 40 mètres de nous, mais dans un léger dévers, si bien qu'on n'a pas été bousillé par son explosion. Il y avait une fumée, de la poussière, des blocs de terre qui ont dégringolé sur la figure. Et à ce moment-là, il y a un type formidable, un sergent, qui s'est relevé. Et profitant de cette espèce d'état de peur et
Il a poussé les hurlements en avant, et alors ça c'était formidable, tout le monde s'est levé, et tout le monde a passé. Des blessés, des morts, comme chaque jour, à chaque instant, à chaque seconde, l'ennemi est trop supérieur. Ils sont plus de 100 000 contre une poignée, et les Viettes réalisent de véritables tours de force pour acheminer le matériel, les vivres et les munitions dont ils ont besoin ces 6 et 7 mai pour devenir vainqueurs. Ce jour du 6 mai, les combattants sont épuisés, ils sont à bout de vivres, à bout de munitions, à bout de force. Jusqu'à la fin, on leur parachute ce dont ils ont besoin, mais certains envois vont directement chez l'ennemi. On ne saute plus sur le dropping zone, sur le terrain, mais directement dans le camp. Pour être à côté de ceux qui se battent pour les aider, des volontaires sans entraînement sautent de nuit. Ils seront 700, pour qui Dien Bien Phu sera le seul saut de leur vie. Quand on est au-dessus de la cuvette, on était très haut, on tournait à 3000 mètres au moins. On ne voyait pas grand-chose, sinon un cercle de flammes parce que toutes les collines alentour brûlaient. Au top, on plonge. L'avion descend en toute gomme et à ce moment-là, on voit les traceuses qui montent vers l'appareil, qui se croisent, on voit les éclatements au sol et puis ma foi, on se sent presque plus à l'aise et délivré quand on saute que de rester dans l'avion parce qu'on se dit il va en prendre une. La fin est proche, mais Dien Bien Phu résiste. Les jaunes s'acharnent sur les positions fortifiées par les blancs. Sans cesse, ils font tirer leurs canons. Les obus éclatent la nuit sur ceux qui depuis bien longtemps ne dorment déjà plus. Les obus détruisent tout, le matériel, les hommes, le moral. Ces obus, acheminés par l'ennemi à bicyclette et par une route faite à la main. Les yeux bridés se rapprochent, les Viettes regardent la nuit la pelle et la pioche qui dans les tranchées sans cesse fouillent le sol pour atteindre les assiégés. Ils sont tout près, si près qu'il faut réagir. Le sergent-chef d'Hercourt, qui était un de mes chefs de section, un jour a contre-attaqué sur un fortin viette qui se montait à une vingtaine de mètres de nous. Je le vois encore partir avec sa section, débouchant comme pour une attaque classique de la guerre de 14, musette aux côtés, pleine de grenades, un homme ou deux chargé d'explosifs pour aller faire sauter le fortin. Je le vois encore après debout sur ce fortin, balançant des grenades à tour de bras, et les légionnaires sur Eliane 1 et Eliane 4 applaudissant, et je les entendais applaudir tellement l'action était belle. Les Viettes là étaient tout près. On les voyait à la lueur des lucioles quelquefois et de l'éclatement de nos mortiers. Les blessés sont de plus en plus nombreux. Le cercle autour des survivants diminue. On attaque, on contre-attaque, le cœur de l'immense bête qu'est la cuvette de Dien Bien Phu bat toujours, mais ses membres, ses tentacules, ses griffes ne réagissent presque plus. Il faut faire durer, il faut faire survivre. Dans sa casemate, le médecin commandant Grovin opère. Geneviève de Galard, qui n'a jamais pu repartir avec son avion, s'occupe des blessés. Pendant le bombardement d'artillerie des Viet Minh, je devais protéger les blessés qui arrivaient chez moi à tout prix. Je devais les protéger des obus qui explosaient sur mes abris et dans mes tranchées. Donc je devais entasser mes blessés là où je pouvais, pourvu qu'ils aient un toit qui les protège des projectiles et des éclats. Si bien que tous ces pauvres types, j'ai dû les mettre dans ma salle de radio, dans ma salle de réanimation, et dans ma salle d'opération, si bien qu'au bout de quelques heures, j'étais entièrement paralysé, je ne pouvais pas opérer, je ne pouvais pas travailler, c'était absolument impossible. Quand un abri de plusieurs tonnes s'écroule, n'est-ce pas, sur les occupants, les membres sont littéralement broyés, et il n'est pas question de chercher à accommoder une artère ou de rafistoler un membre. Les jeunes chirurgiens qui s'appellent Gindré et qui s'appellent Vidal et puis Hans ont fait des sutures d'artères, ce qui est extraordinaire. Et à ce sujet, mes camarades civils m'ont demandé des précisions quand je suis rentré. Et ces sutures d'artères fémorales, par exemple, ont très bien tenu. Quand nous pouvions le faire, naturellement, nous le faisions. Quand ils pouvaient le faire, ils le faisaient. Mais c'est déjà trop tard, l'ennemi est trop proche. Le Viet Minh, en 50 jours, aura creusé 400 kilomètres de boyaux dans la terre molle des rizières, tissant autour de cette cuvette une véritable toile d'araignée. Au centre, c'est la même terre. Depuis fin mars, il faut se battre contre un nouvel ennemi, la pluie et par contre-coup la boue, alors qu'on vit sous terre pour se protéger des bombardements. Les hommes appellent cela le métro, on descend à Opéra, aux Champs-Élysées, et lorsque l'on va chez le général, on s'arrête à Étoile. Sous cette terre où ils sont obligés de survivre et où beaucoup sont morts. La terre était tellement meuble que les tranchées s'écroulaient. J'ai vu mes hommes trouver 3 couches de cadavres successives, parachutistes, légionnaires et viettes étaient absolument mélangés, et c'était effroyable. Et d'ailleurs, il régnait sur Eliane une puanteur inimaginable. Pour tenir contre les Viettes qui intensifient leur harcèlement,
il faut sans cesse se relever, et pour ce faire, pour tromper ces hommes rusés, il faut être avec son ami plus malin que le renard. Nos camarades, pendant leur relève, étaient soumis à des tirs d'artillerie. Nous avons pensé que les Viettes recevaient absolument toutes nos conversations. C'était exact d'ailleurs parce que nous-mêmes les entendions. Mais nous avons décidé tous les deux de passer nos consignes de relève en breton. Pratiquement, nous n'avons jamais essuyé un tir d'artillerie pendant nos relèves alors que nos camarades en recevaient tout le temps. Et puis c'est la fin. Le mal remonte, cherchant à toucher le cœur. La radio ne se tait plus. Bruno de Dédé, le gros Pierre de Thomas, Castres, Bijard, l'Anglais envoient les derniers ordres. Il y a presque plus de munitions. Les Viettes arrivent. Schendorfer prend sa caméra, remonte le col de son treillis. Il est prêt. Tout a commencé le 6 au soir, un peu comme ça s'était passé le 30. C'est-à-dire que vers 7 heures du soir, concentration d'artillerie effroyable. Les Viettes avaient reçu en plus des orgues de Staline, des mortiers de 120. La concentration était supérieure au point de vue densité et au point de vue qualité à ce qu'elles avaient été jusqu'à présent. Dans la nuit, des parachutistes tournent avec leur Dakota pour sauter en renfort. Ils ne sauteront jamais. Ce n'est pas possible. À la fin de cette nuit, les postes avancés tombent les uns après les autres. L'un après l'autre, ces postes ont commencé on a senti qu'ils flanchaient. J'étais dans le poste de commandement des parachutistes avec le colonel Bijard, le colonel Langlais, Geneviève de Galard qui avait voulu passer la nuit aussi là. Et on écoutait à la radio les messages qu'ils échangeaient. Et je me rappelle qu'on avait pratiquement plus de munitions pour les armes lourdes. Les bataillons ont tenu jusqu'au moment où l'un après les autres, on a appris qu'ils tombaient. Alors, quelquefois il y avait des messages radio, quelquefois des officiers qui disaient au revoir, ne tirez pas trop sur nous parce qu'il y a trop de blessés, puis les types se sont tellement bien battus. Et puis d'autres qui ne disaient rien parce qu'ils n'avaient pas le temps et on entendait le poste qui se fermait. L'aube se lève, blessée, meurtrie, ruisselante de sang, la bête vit toujours. Dien Bien Phu tient encore, les Viettes arrivent par milliers, mais avant d'être vaincus, les assiégés veulent se battre. Il ne restait plus comme position tenue à l'aube que au pied de ces fameuses petites crêtes, il y en a 6, et à Iliana, on entendait encore tirailler, si bien que l'état-major Para a décidé d'essayer de monter une contre-attaque pour dégager cet Iliana. Il a ramassé tous les hommes qu'ils ont pu trouver. Ils ont trouvé 60 parachutistes du premier BEP et du deuxième BEP, et ces gens-là sont montés à l'assaut. Ils sont montés à l'assaut, ça n'a pas été bien loin, ils se sont noyés dans la boue, dans les blessés qui déferlaient, et dans les Viettes qui les attendaient. Les hommes tombent les uns après les autres, il ne reste que quelques milliers. Castres est à nouveau en liaison avec Hanoï. Il fait le point avec le général Conny des effectifs encore debout. Il reste à peu près 2 compagnies. De chacun, 2 compagnies pour les 2 BEP réunis. Oui. 3 compagnies du RTM, mais qui ne valent rien du tout. Absolument rien, qui sont effondrées. Oui. 2 compagnies du 8e choc. Oui. 3 compagnies du BT2. C'est normal, parce que c'est le RTM et le BT2 auxquels il reste le plus de monde, parce que ce sont ceux qui ne se battent pas. Bien sûr. Et au 1-2 REI, il reste à peu près 2 compagnies, et à peu près 2 compagnies au 1-13. Mais ce sont des compagnies de 70 ou 80. Mais de seconde en seconde, les chiffres ne sont plus exacts. Ces effectifs ne sont même plus valables. Les Viettes se rapprochent, mètre par mètre. Il faut déjà penser à détruire, à casser, à brûler, à faire sauter pour que l'ennemi ne soit pas en possession de documents ou de matériel important. Jusque vers 9 heures, ils ont liquidé tous les gens qui se trouvaient de l'autre côté de la rivière, c'est-à-dire qui se trouvaient au pied de ces collines. Un certain nombre de gens ont pu passer. Moi, je me rappelle de l'arrivée du capitaine Lepage du 6e BPC qui était arrivé à bloc de boue. Vraiment, à bloc de boue, il avait traversé la rivière. C'était quelque chose il était blafard sous sa boue. Il a rendu compte au commandant Bijard et il est tombé chez évanoui. Vers 9 heures, les Viettes côtoyant la rivière ont cessé leur offensive. De notre côté, nous, on a essayé de dénombrer ce qui nous restait comme force. Alors moi, je tâcherai de tenir ici le plus longtemps possible, avec ce qui restera, mon général. Oui, d'accord, mon vieux. Voilà. Il faut pas de munitions. Il y a des choses à récupérer. C'est le plus grave, bon temps. Et petit à petit, on a appris que la fin de Dien Phu était proche, et que, en définitive, le général de Castres avait décidé qu'à 5 heures de l'après-midi, les hommes de troupe démoliraient leurs armes et cesseraient de tirer. Ce sont les dernières heures, le dernier après-midi pour le général de Castres et le général Conny, c'est la dernière liaison. Allô? Allô, allô? Allô, allô? Allô, Gano? Vous m'entendez?
Et puis alors, mon Dieu, je garderai ici les unités qui n'en veulent pas. C'est ça, oui. Comment dirais-je, évidemment les blessés, mais dont beaucoup sont déjà au Maclénie, parce qu'il y en avait dans les points d'appui, il y en a 4 et il y en a 10 des blessés. Et puis je garde tout ça sous mon commandement. Oui, mon vieux. Voilà. Merci, mon vieux. Je peux encore vous téléphoner avant la fin. Allez, au revoir, mon vieux Castres. Au revoir, mon général. Au revoir, mon vieux. Terminé. Oui, c'est terminé, mademoiselle, vous pouvez même débrancher votre standard. Dien Bien Phu ne répondra plus jamais. La bête a des soubresauts, son sang ne circule plus, les larmes commencent à couler, elle meurt. Les équipages des chars ne tirent plus, les véhicules n'avancent plus, les canons vont se taire, les Viettes rentrent dans la place, le docteur Grovin opère jusqu'à la dernière minute. En tant que chirurgien, en tant qu'homme, en tant que soldat, c'était évidemment assez poignant, assez dramatique. Je savais que mes blessés connaîtraient un destin terrible. La preuve, c'est que beaucoup sont morts, naturellement. Je n'ai jamais vu un drapeau blanc sur aucun abri dans toute la cuvette de Dien Bien Phu. Et j'avais justement l'entrée du PC du général de Castres qui se profilait dans mon couloir de sortie nord. Et je n'avais qu'à jeter un coup d'œil pour voir l'ensemble du PC de Castres. Je surveillais naturellement le PC, je savais que les Viettes allaient y arriver en premier, et je vous donne ma parole d'honneur que jamais je n'ai vu un drapeau blanc, jamais, jamais. Dans le PC de Bijard, Schendorfer lui aussi assiste aux dernières secondes. Il n'est pas seul, les officiers, les sous-officiers, les hommes de troupe attendent d'être faits prisonniers. Dans ce blocos, il y avait un sergent vietnamien, un béret rouge, qui a lacéré avec son poignard, son béret, parce qu'il n'avait pas envie que les Viettes puissent se flatter d'avoir pris un béret rouge. Et puis on a attendu, vers 6 heures, les Viettes qui avaient l'intention de lancer une offensive ont envoyé leurs premiers éclaireurs, qui sont tombés sur les blocos qui ne leur répondaient pas. Ils ont balancé quelques grenades, et comme ils voyaient que personne ne leur répondait, ils ont continué à avancer. Ils ont déferlé littéralement sur le camp, et chaque Viette levait à chaque trou, en hurlant, levait les prisonniers et les faisait sortir. Et quand ils sont arrivés sur notre trou, il y en avait un qui était sur le toit, il y en avait 2 de chaque côté de la tranchée qui ouvre la porte. Ils nous ont crié de sortir. Et le Vietnamien est sorti le premier. Et derrière, il y avait l'Anglais et Bijard. Et je sais que Bijard et l'Anglais ont refusé de lever les mains à la Viet Minh en français et en vietnamien, leur disaient de lever les mains, et ils ont refusé. Après, ils ont continué à avancer comme si de rien n'était. Et alors, on est sorti, à ce moment-là, il faisait un temps splendide. Alors qu'il avait plu tous ces derniers jours, il y avait un ciel de limpidité, un silence absolu, et des Dakota qui continuaient à tourner en l'air pour parachuter des médicaments. Ils avaient reçu l'ordre de continuer à ravitailler Dien Bien Phu en médicaments. Avec quand même gros sur la patate, moi je sais qu'on pleurait, enfin je n'étais pas le seul. On était tous dans un état physiquement et nerveusement, on était tous effondrés, mais partout marché, on avait tous un espèce de serrement de cœur qui était quelque chose dont je n'aime pas encore me rappeler, si vous voulez. C'est quelque chose de très désagréable. C'est jamais une belle chose d'être vaincu. Et je me rappelle là, sur cette route là, à travers la verdure, il y avait un officier que je ne me rappelle plus son nom, je me rappelle même plus son visage, qui avançait en titubant. Il avait l'air d'être ivre, et il disait, avec des larmes dans sa voix, il disait « par une si belle journée ». C'était tout ce qu'il disait. Il avançait comme ça d'un groupe à l'autre, en oscillant sur ses jambes. Par une si belle journée, c'était le 7 mai 1954 à Dien Bien Phu.